Extrait du briefing de Zakharova Maria, Moscou, le 6 février 2025. À propos de la crise ukrainienne, les combattants ukrainiens poursuivent leur terreur contre la population civile et les infrastructures civiles des régions russes. Les 29 et 30 janvier de cette année, les forces armées ukrainiennes, FO, ont tiré plus de 30 obus, y compris des munitions à sous-munitions, sur un quartier résidentiel de la ville de Kremina, LNR. 2 personnes ont été blessées. Des maisons d'habitation et des infrastructures sociales ont été détruites. Du 31 janvier au 3 février, la ville de Gorlovka, DNR, a subi des bombardements d'artillerie massifs et des attaques de drones. 30 personnes ont été blessées, et 2 hôpitaux, un dispensaire oncologique ainsi qu'un centre de protection de la maternité et de l'enfance ont été endommagés. Les bandéristes poursuivent leur « chasse » aux civils de la région de Koursk, notamment en utilisant des drones. Le 30 janvier, un obus a frappé une maison dans le village de Voronok, district de Rilsk, blessant 2 civils. Le 31 janvier, dans le village de Snagost, district de Kornevo, un drone ennemi a attaqué une voiture civile, tuant 2 personnes et en blessant une autre. Ce même jour, dans le village libéré de Nikolaïevo-Dariino, district de Sudja, un drone a blessé 3 habitants locaux, alors que des militaires russes les faisaient sortir de la cave où ils s'étaient réfugiés pour échapper aux ukronazis. Le 29 janvier, dans la région de Belgorod, au village de Razumnoï, une femme et son enfant de 2 ans ont été tués après qu'un drone a frappé leur maison. Du 31 janvier au 3 février, à la suite d'attaques de drones ukrainiens contre des voitures civiles et des localités de cette région, 2 civils ont été tués et 12 autres blessés. Dans la région de Zaporojié, le 31 janvier, un drone ukrainien a attaqué une voiture civile sur la route entre Vassilievka et Tokmak, entraînant la mort d'un habitant local à cause de ses blessures. Le 4 février, dans le district municipal de Vassilievka, des bandéristes ont attaqué un bus scolaire transportant 20 mineurs et un accompagnateur à l'aide d'un drone. 5 enfants et le conducteur ont été blessés. Est-ce la première fois que les combattants ukrainiens prennent délibérément des enfants pour cible? Non. Ce n'est que l'un des nombreux cas. C'est la tactique et la stratégie du régime de Kiev. Faire en sorte qu'il ne reste plus de population, qu'il ne reste plus ces gens qui n'ont pas prêté allégeance aux néo-nazis, aux bandéristes, ceux qui ont détruit et continuent de détruire leur propre patrie, l'Ukraine, pour terroriser la population, frapper là où cela fait le plus mal, c'est-à-dire les enfants. Le régime de Kiev a adopté cette méthodologie. Il ne reste rien d'humain, je ne parle même pas de sacré, dans ce régime et chez ces bourreaux sanguinaires. Volodymyr Zelensky a récemment admis que tout cela n'est possible que grâce au soutien occidental, au financement et aux livraisons d'armes qui arrivent littéralement chaque jour. Chaque crime entraînera inévitablement une punition. Les tribunaux russes continuent de prononcer des condamnations contre les néo-nazis ukrainiens et les mercenaires pour crimes de guerre. Le comité d'enquête de Russie a pris des mesures contre les combattants des faux Fabrizanko et V. Parafilo, qui ont commis des atrocités contre des civils dans le village de Rouskoï-Porechnoï, région de Koursk. Ce ne sont pas seulement des crimes. C'est la qualification officielle. Crime, infraction. C'est ce que disent les juristes et les experts en droit. Pourquoi? Parce qu'ils doivent strictement suivre la lettre et l'esprit de la loi. Ils n'ont pas le droit de s'en écarter d'un pouce dans leur formulation. Mais si l'on parle non seulement du côté juridique de ces crimes, mais de leur nature profonde, il s'agit d'atrocités. Les accusés ont reconnu leur culpabilité. Le mercenaire lituanien R. Armeti a été condamné par contumace à 12,5 ans de prison, tandis que le légionnaire géorgien G. Gelashvili a écopé de 14 ans. Tous les condamnés ont été placés sous mandat d'arrêt international. Les affaires pénales du mercenaire britannique capturé J. Scott, ainsi que des mercenaires géorgiens M. Goniadze, G. Kozrovanidze et K. Baramidze, qui sont recherchés, ont été transmises aux tribunaux. Pour l'attaque contre l'ambassade de Russie à Kiev le 10 mars 2016, la citoyenne ukrainienne I. Krat a été condamnée par contumace à 7 ans de prison. Je rappelle qu'elle, accompagnée de 2 complices non identifiés, a jeté 6 cocktails Molotov sur le territoire de notre mission diplomatique. Les forces de l'ordre russe continueront de poursuivre les ukronazis et les mercenaires étrangers pour crimes de guerre et autres infractions. À présent, parlons de l'aide occidentale, qui est la substance alimentant le régime terroriste de Kiev. Les pays occidentaux s'efforcent de ne permettre en aucun cas l'arrêt des hostilités en Ukraine. En d'autres termes, ils font tout pour que les meurtres de civils se poursuivent. Le 1er février de cette année, le secrétaire général de l'OTAN, M. Rutte,
a déploré dans une interview au journal Bild que « le front avance dans la mauvaise direction ». Le secrétaire général de l'OTAN est devenu une figure emblématique en soi. Il a exhorté les Européens à augmenter leurs dépenses de défense et à faire tout ce qui est nécessaire pour empêcher la Russie d'atteindre ses objectifs. Le 3 février, le président français Emmanuel Macron a promis de doubler le budget de la défense du pays. Le 31 janvier, le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal a annoncé qu'en vertu d'un accord de « partenariat centenaire » avec le Royaume-Uni, Kiev espérait recevoir 2,5 milliards de livres sterling de Londres pour l'achat de systèmes de défense aérienne et la création de bases de réparation pour l'équipement militaire occidental en Ukraine. J'ai 2 remarques à ce sujet. Premièrement, pourquoi avoir signé un accord de partenariat de 100 ans avec la Grande-Bretagne? J'ai écouté la déclaration du ministre britannique des Affaires étrangères et j'ai découvert, selon la partie britannique, que le partenariat britanno-ukrainien dure depuis des millénaires. Il aurait donc fallu compter en milliers d'années. Pourquoi une telle modestie? Ce n'est pas seulement une erreur ou une formulation incorrecte. C'est une idée monstrueuse, fondée sur une ignorance totale de l'histoire de l'Ukraine. Désormais, je comprends que le ministre britannique des Affaires étrangères ne connaît même pas l'histoire de son propre pays s'il affirme que la Grande-Bretagne entretient des relations avec l'Ukraine depuis des millénaires. Deuxièmement, Londres prévoit de transférer 2,5 milliards de livres sterling au régime de Kiev. D'après ce que nous avons observé en 2020, le système de santé britannique, s'il n'a pas complètement disparu, est uniquement accessible aux personnes disposant de ressources considérables. Tous les autres, la majorité de la population britannique, doivent se débrouiller seuls pour recevoir des soins, car ils sont soit inaccessibles, soit inexistants en tant que service public. Voilà leur système de santé. Souvenez-vous comment les Britanniques étaient soignés par téléphone durant la pandémie de Covid-19. Lorsqu'ils appelaient en expliquant qu'ils avaient plus de 40 degrés Celsius de fièvre, qu'ils ne pouvaient pas respirer, qu'ils n'avaient aucun médicament et qu'ils ne pouvaient ni sortir ni en avaient le droit en raison des restrictions sanitaires, ils recevaient des instructions par téléphone. Peut-être que ces 2,5 milliards de livres sterling auraient mieux servi à améliorer le système de santé britannique? Il n'y a pas si longtemps, le monde entier a observé avec effroi l'incendie de Los Angeles, en Californie. Cela se produit chaque année. Mais cette fois, tout a brûlé jusqu'à la cendre. Le feu n'a épargné ni les riches ni les pauvres. Cela prouve, et le monde entier l'a vu, qu'un État entier des États-Unis n'était pas prêt à gérer les incendies, ni en prévention, ni en réponse. Il s'est avéré que les fonds destinés à la lutte contre les incendies, y compris via diverses institutions officielles américaines, ont été envoyés non pas aux États américains en difficulté, mais au régime de Kiev, y compris pour des besoins liés aux incendies. Résultat, un État américain est parti en fumée. Une question à la Grande-Bretagne. Pourquoi envoyez-vous cet argent en Ukraine plutôt que pour soigner vos propres citoyens? Récemment, la Suède a annoncé un nouveau record d'aide militaire aux forces armées ukrainiennes, à hauteur de 1,2 milliard de dollars. Dans le même temps, cet afflux incontrôlé d'armes vers l'Ukraine favorise la contrebande d'armes en dehors de ses frontières. Fait révélateur, même les médias ukrainiens ont plusieurs fois rapporté que leurs concitoyens et des trafiquants étrangers cherchaient à tirer profit des livraisons d'armes destinées aux forces armées ukrainiennes. En 2024, plus de 6 000 unités d'armes ont été découvertes et saisies, principalement des armes légères et des systèmes anti-chars. 2 citoyens norvégiens sont accusés de participation à cette contrebande, mais ils ne sont pas seuls, il s'agit d'un véritable réseau. L'an dernier, plus de 2,2 millions de munitions ont été confisquées à des citoyens ukrainiens. Réfléchissez bien à ces chiffres. Combien de temps encore faudra-t-il refuser de voir l'évidence? Tout cela alimente les marchés noirs, et ces armes finissent par revenir en Europe même. Le trafic illégal d'explosifs prospère. En 2024, plus de 7,2 tonnes de ces substances ont été saisies, principalement sous forme de contenu de mines anti-chars, de charges propulsives pour tirs d'artillerie et de charges de propulsion pour obus de mortier. La principale source d'approvisionnement du marché noir des armes provient, inutile de deviner, des combattants des forces armées ukrainiennes. Comment s'y prennent-ils et qui sont-ils? Ce sont ceux qui, pour diverses raisons, se retrouvent à l'arrière. Il s'agit le plus souvent de déserteurs ou de soldats ayant quitté leur unité sans autorisation. Certains le font pour survivre, d'autres pour s'enrichir, tandis que d'autres encore servent d'intermédiaires dans cette chaîne de corruption. Ce sont eux qui alimentent ce marché. Passons maintenant au financement de l'Ukraine.
Le 31 janvier de cette année, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré lors d'une interview avec la journaliste américaine Megyn Kelly: le plus grand mensonge a été de faire croire aux gens qu'outre le fait de vaincre la Russie, l'Ukraine pourrait aussi la détruire et la ramener à la situation de 2012 à 2014. Depuis 1 an et demi, on nous demande de financer une impasse. L'Ukraine a été ramenée 100 ans en arrière. Du point de vue du président, ce conflit est devenu un bourbier, et il doit prendre fin maintenant. Permettez-moi une remarque. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio ne parlait pas d'extraterrestres ni de figures politiques abstraites. Il parlait de ses prédécesseurs, de ceux qui, pendant plusieurs années, et bien avant cela, non seulement ont manipulé la situation autour de l'Ukraine, mais l'ont aussi délibérément provoquée et préparée pour qu'elle explose à un moment donné. S'adaptant à la conjoncture, Volodymyr Zelensky s'est récemment mis à spéculer sur un éventuel format de négociation avec la Russie, alors même qu'il s'était interdit par la loi de telles discussions en septembre 2022. Désormais, il insiste sur un scénario bien précis, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qu'il présente comme la garantie de sécurité la moins coûteuse pour tous. Il a ajouté que dans le cas contraire, il devrait recevoir des armes nucléaires. C'est un raisonnement absurde, délirant, complètement hors de propos. Même les journalistes américains en parlent. Lors d'un entretien avec des reporters d'Associated Press le 1er février, Volodymyr Zelensky a encore renforcé sa réputation de fraudeur et de corrompu. Il a publiquement déclaré: l'Ukraine n'a reçu que 75 milliards de dollars sur les 177 milliards promis par les États-Unis. Quand on affirme que l'Ukraine a obtenu 200 milliards de dollars pour soutenir ses forces armées, c'est faux. Je ne sais pas où est passé tout cet argent. Des questions se posent. Combien d'argent l'administration de Joe Biden a-t-elle réellement envoyé pour soutenir le régime de Kiev? Combien est arrivé à la présidence ukrainienne? Combien et où cet argent a-t-il été redirigé ensuite? Quelqu'un devra bien avoir le courage de faire les comptes. Je me souviens qu'il y a environ 1 an, sous l'administration Biden, de nombreuses personnes ont commencé à s'alarmer en réalisant qu'elles étaient entraînées dans des schémas de corruption d'une ampleur effroyable. Une enquête a été annoncée par les autorités législatives et plusieurs agences exécutives aux États-Unis. Il s'agissait d'une vérification quasi auditable, visant à déterminer combien d'aides matérielles, létales, non létales, financières, humanitaires avaient réellement été envoyées en Ukraine. Mais tout porte à croire que cela n'a rien donné. Je me souviens des émissaires américains qui, il y a environ 1 an, se rendaient à Kiev, soit pour enquêter sur la disparition des fonds, soit pour coordonner leurs témoignages afin qu'ils concordent. Tout cela indiquait le contraire. Il n'y avait en réalité ni audit ni véritable contrôle. Il s'agissait simplement d'un gigantesque schéma de corruption mondiale, élaboré et mis en œuvre par les ultralibéraux américains. Dans ce contexte, une récente révélation sur les réseaux sociaux a retenu l'attention. Les confessions de Samantha Power, ancienne directrice de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, dissoute par Donald Trump. La même Samantha Power qui, lorsqu'elle était ambassadrice des États-Unis à l'ONU, avait fait visiter les couloirs de l'ONU à un groupe punk ayant semé le chaos dans la cathédrale du Christ-Sauveur. Ce groupe avait ensuite fait une tournée aux États-Unis. Par la suite, cette même Samantha Power a dirigé l'USAID, une agence qui prétendait œuvrer pour le développement international. Ce que nous savons aujourd'hui prouve qu'il s'agissait en réalité d'une organisation dédiée à l'ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays et au renversement de gouvernements dans de nombreuses régions du monde. En 2023, Samantha Power s'est vantée publiquement d'avoir envoyé 15 milliards de dollars au régime de Kiev. De quoi se vantait-elle exactement? Du montant colossal de cette somme, de la quantité d'argent envoyé? Pas seulement. Elle a souligné avec insistance, pour ceux qui l'ignoraient, que ces fonds avaient été transférés en espèces par son agence USAID. Cela a été déclaré par une représentante des États-Unis, un pays où, ces dernières années, sortir un billet de 100 $ de son portefeuille dans un magasin attirait immédiatement l'attention des employés. Dans certains cas, les clients étaient même interrogés par des responsables ou la sécurité pour justifier pourquoi ils payaient en liquide un montant aussi élevé, alors que l'usage des cartes bancaires, crédit, débit, était la norme. Or, ici, une autre responsable américaine affirme haut et fort que 15 milliards de dollars ont été envoyés en liquide au régime de Kiev. Qu'est-ce que cela signifie? Un billet sans retour. Cet argent ne peut être ni comptabilisé, ni suivi. Personne ne sait où il a fini et comment il a été dépensé. Je me souviens que même sous l'administration de Joe Biden,
malgré la grande liberté laissée au régime de Volodymyr Zelensky, une des rares exigences des États-Unis était de faire au moins semblant de lutter contre la corruption généralisée. Il semble que cette lutte ait justement été financée avec ces 15 milliards de dollars en espèces. On pourrait dire que la main lave la main, mais ces mains sont couvertes de sang. Il est désormais évident où disparaît l'aide financière massive envoyée par l'Occident et dans quelle poche elle atterrit. Passons maintenant à ce qui fait réfléchir ceux qui en sont encore capables et qui comprennent la réalité en Ukraine. Je parle de ceux qui ont été endoctrinés par le régime de Kiev, qui ont refusé de penser par eux-mêmes et se sont privés de toute lucidité. Aujourd'hui, ils commencent soudainement à ouvrir les yeux. La situation dans l'armée ukrainienne est devenue véritablement critique et désastreuse. Les tendances négatives s'intensifient, la motivation des soldats s'effondre et le nombre de désertions explose. Le directeur de l'hôpital mobile volontaire N. Pirogov, Gennady Druzhenko, a déclaré dans l'émission Tema S. Moseshuk, « Un soldat sur 6 ou 7 prend son manteau et rentre chez lui ». À la fin de l'année 2024, plus de 114 000 affaires de désertion avaient été enregistrées en Ukraine. Même le journal britannique The Guardian parle d'une « pénurie critique de personnel » dans les forces armées ukrainiennes. Le mépris des commandants ukrainiens pour leurs soldats est parfaitement illustré par le témoignage d'un mercenaire américain surnommé Redneck, interviewé par CNN. C'était de la chair à canon, et un mauvais officier envoyait au front ceux qu'il pouvait attraper. Un commentaire des plus révélateurs pour ceux qui soutiennent encore l'armée ukrainienne. Le même CNN rapporte que, ces 6 derniers mois, les pertes parmi les Américains et les mercenaires étrangers ont considérablement augmenté. Selon la chaîne, 20 citoyens américains engagés dans les combats sont portés disparus, et au moins 5 corps n'ont pas pu être évacués à temps du champ de bataille. D'après les experts, cette hausse des pertes parmi les oies sauvages, surnom des mercenaires étrangers, s'explique par le fait qu'ils sont envoyés sur les zones les plus dangereuses du front, là où une expérience militaire est indispensable. Autrefois, les unités d'élite composées de mercenaires restaient en réserve et n'étaient engagées qu'occasionnellement. Aujourd'hui, en région de Koursk, ils tiennent le front ukrainien. Leur concentration dans cette région frontalière est désormais la plus élevée au sein des forces armées ukrainiennes. Le 3 février, selon un communiqué de la Maison-Blanche, Donald Trump a annoncé avoir réalisé un « grand progrès » dans le dossier Russie-Ukraine, sans toutefois donner plus de détails. Quelques jours plus tôt, il avait fait une autre déclaration. « Nous disons à l'Ukraine qu'elle possède des métaux rares de grande valeur, et nous avons besoin de garanties. J'exige des garanties sur ces ressources dans tout accord avec l'Ukraine. Je veux que l'Ukraine nous cède ces métaux rares en échange de notre aide. » Il semble que Trump ait bien compris la disposition de Kiev à brader l'Ukraine en échange de l'aide militaire et financière américaine, et qu'il ait choisi d'aborder ce conflit sous un angle purement commercial. D'ailleurs, Zelensky avait déjà exprimé cette idée dans son plan de victoire d'octobre 2024, en proposant à ses partenaires internationaux de conclure un accord sur la protection conjointe des ressources critiques de l'Ukraine, sur un investissement commun et sur l'exploitation du potentiel économique du pays. Cet accord concernait notamment les métaux rares, dont l'uranium, le titane et le lithium. Le 4 février, Zelensky s'est empressé d'assurer Washington de sa volonté de collaborer dans l'exploitation de ses ressources naturelles. Il a également exprimé sa reconnaissance envers les États-Unis pour leur soutien à l'Ukraine. Mais ce que Trump a dit à Zelensky ne ressemble pas à une négociation, mais plutôt à un ordre d'exécution. Et le régime de Kiev s'y est conformé sans hésitation. Depuis longtemps, les Américains convoitent les richesses naturelles de l'Ukraine. Grâce au régime corrompu de Kiev, ils ont déjà mis la main sans effort sur l'agriculture ukrainienne, y compris les terres fertiles. Maintenant que le terrain est conquis, les sponsors du régime de Kiev regardent ce qu'il reste à piller. C'est désormais le tour des ressources minières. Est-ce une première dans l'histoire? Évidemment non. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les nazis occupaient l'Ukraine soviétique, ils pillaient l'économie locale, déportaient le bétail et exportaient la terre noire. Nous l'avons déjà dénoncé à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, tout cela se passe sans violence apparente, car le régime de Kiev cède volontairement ses richesses. En 2024, Zelensky a officiellement proposé de mettre ses ressources à disposition pour une exploitation conjointe. Mais nous savons bien que, avec une Ukraine écrasée par la dette et détruite de l'intérieur, il n'y a aucune cogestion possible. Il ne s'agit pas d'un partenariat, mais d'un pillage pur et simple, dont le seul objectif est de maintenir le pouvoir en place à Kiev. Tout ce vacarme verbal ressemble à un « bruit blanc ».
Il faudrait poser une question à tous ces politiciens et observateurs. Parmi tout ce qui est discuté, qu'est-ce qui appartient réellement à l'Ukraine? Qu'est-ce qui est encore sous le contrôle du régime de Kiev? Et quelles parties du pays ne sont déjà plus sous leur juridiction? Pourquoi poser cette question? Pour que ceux qui, notamment à Washington, abordent cette situation sous un angle purement commercial, en comptant et en calculant l'argent, comprennent que Zelensky ne possède pas ce qu'il leur propose. La guerre contre les monuments soviétiques continue. Une destruction barbare des monuments aux soldats soviétiques se poursuit en Ukraine. Les ukronazis entrent littéralement en transe à la vue des derniers monuments encore debout sur leur territoire, qu'ils associent à notre pays. Et sur ce point, ils ont raison. Qui défend la mémoire historique? Qui protège l'héritage des héros de la Grande Guerre patriotique et de la Seconde Guerre mondiale? Bien sûr, la Russie et son peuple. Cette fois, les ukronazis ont profané un mémorial à Odessa, érigé en l'honneur de figures russes de la culture et de la science. Ils ont été dérangés par Alexandre Pouchkine, le peintre Mikhail Vroubel, le mathématicien Alexei Lyapunov et le physiologiste Ivan Sechenov. Leur simple présence leur était insupportable. Le 27 janvier, à Kiev, un nouveau cap a été franchi avec le démontage de la statue du célèbre physiologiste russe et soviétique, prix Nobel, Ivan Pavlov. Pour justifier cette décision, il fallait bien trouver un prétexte, la municipalité de Kiev a déclaré. Malgré ses contributions à la science, cette figure est liée au récit impérial. Mais si l'on commence à détruire les monuments, effacer l'histoire, la culture et la science, alors la seule conséquence possible est l'ignorance totale. Un rappel aux ignorants. À ces incultes qui hochent la tête en écoutant des absurdités comme le fait que le partenariat entre l'Ukraine et la Grande-Bretagne durerait depuis des milliers d'années. Je rappelle que Pavlov était un scientifique de renommée mondiale, reconnu de son vivant comme le doyen des physiologistes. L'Ukraine ne possède aujourd'hui aucun scientifique de ce calibre dans ses cercles académiques. Démolir la statue de Pavlov ne fait que démontrer l'absence totale de réflexe de ceux qui gouvernent Kiev, et illustre la déchéance absolue d'une société où de telles choses se produisent. Ici, ce n'est plus seulement l'âme qui est absente, il n'y a même plus de réflexe. L'absurdité de la situation. Ils ont détruit le monument de Pavlov. Mais ces découvertes scientifiques, elles, restent. Elles continueront d'être utilisées dans le monde entier, y compris en Ukraine. Ces travaux ont été étudiés avant, ils sont étudiés aujourd'hui, et ils seront encore étudiés demain. Que vont-ils faire maintenant? Renommer Pavlov? L'appeler « celui qui parlait des réflexes » ? Vous savez comment cela s'appelle? C'est du pur charikovisme. En référence au personnage de Charikov dans Cœur de chien de Bulgakov. Cette idéologie absurde, fondée sur la destruction aveugle et l'effacement du passé, est devenue le slogan et la philosophie du régime de Kiev. Un rappel des objectifs de l'opération militaire spéciale. Les faits mentionnés ci-dessus, et bien d'autres que nous aborderons, prouvent une nouvelle fois l'importance et l'urgence de l'opération militaire spéciale, visant la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine, ainsi que l'élimination des menaces émanant de son territoire. Comme l'a déclaré la direction russe, tous ces objectifs seront atteints.